Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi. Il revient du Maroc où il avait pris part au 9e forum pour le développement de l'Afrique à Marrakech. Avant le Maroc, le président de la République avait effectué une visite officielle en Corée, le point des 2 déplacements dans ce journal. Des journées promotionnelles pour booster le développement des PME-PMI. Elles sont prévues du 16 au 18 octobre prochain ici à Abidjan. Représentant environ 80% du tissu industriel ivoirien, les moyennes structures ne produisent que 18% du PIB. Demain, 16 octobre, sera célébrée la Journée mondiale de l'alimentation. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien qui a l'ambition de moderniser l'agriculture familiale. Vous entendrez le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan cet après-midi. Il revient du Maroc où il avait pris part au 9e forum pour le développement de l'Afrique à Marrakech. Avant le Maroc, le président de la République avait effectué une visite officielle en Corée. À sa descente d'avion, vous le voyez sur ces images, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. À ses côtés, d'autres membres du gouvernement ainsi que la haute hiérarchie militaire. Au salon d'honneur du pavillon présidentiel, le président Ouattara a marqué un arrêt pour faire justement le point de ces 2 déplacements. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara. Je rentre du Royaume du Maroc où j'ai pris part à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI à la 9e édition du Forum pour le développement en Afrique, organisé par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement marocain. Au cours de mon séjour, j'ai eu l'honneur d'être reçu au Palais royal de Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette rencontre témoigne à nouveau de la qualité des liens historiques, d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Elle traduit également la vitalité des relations de coopération entre nos 2 pays. Comme vous le savez, de nombreuses entreprises marocaines travaillent avec notre pays dans les secteurs de la finance, de l'immobilier ou encore de l'industrie. Notre ambition est donc de renforcer davantage cette coopération sud-sud. Je voudrais une fois de plus exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté et à la princesse Lala Salma pour leur hospitalité ainsi que pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Madame la Première Dame, mon épouse, à ma délégation et à moi-même. S'agissant du Forum pour le développement de l'Afrique, j'ai eu l'occasion, au cours de la cérémonie d'ouverture, d'évoquer les points qui m'apparaissent essentiels comme source de financement innovant pour la transformation de l'Afrique. Pour cela, nous devons créer des produits financiers innovants et doter nos pays d'institutions et d'infrastructures financières efficaces. Je suis convaincu que les importantes contributions que nous avons eues au cours de ce forum permettront à nos pays de mieux s'intégrer à l'économie mondiale et de faire face aux défis de l'émergence. Avant de me rendre au Maroc, j'ai effectué une visite officielle en Corée, à Séoul, du 6 au 9 octobre, à l'invitation de Son Excellence Madame Park, président de la République de Corée. Cette visite avait une signification particulière, car elle est la première d'un chef d'État ivoirien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays en 1961. Au cours de mon séjour, j'ai eu des entretiens fructueux avec la présidente Park, à qui je voudrais renouveler mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux et amical qui m'a été réservé. Pour reprendre les termes de Madame la Présidente, je peux dire que la Côte d'Ivoire et la Corée, comme elle l'a dit, c'est désormais ton pied, mon pied. Je lui ai exprimé toute mon admiration pour les progrès immenses accomplis qui ont permis un développement extraordinaire de la Corée. Au plan bilatéral, nous avons convenu de renforcer
la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la science, des nouvelles technologies, de l'industrie, du commerce, des transports, de la santé, de l'éducation, et j'en passe. Nous avons d'ailleurs procédé à la signature de plusieurs accords de coopération. Nous avons réaffirmé notre volonté commune d'œuvrer pour le renforcement de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne. J'ai eu aussi des entretiens avec des grandes entreprises du pays telles que Samsung, Dansung, l'Exim Bank, ainsi que la KOICA, qui est l'agence coréenne de coopération, avec qui nous avons de nombreux projets. Ces projets d'environ 100 millions de dollars, donc 50 milliards de francs CFA, sont dans divers domaines, notamment la santé, avec la mise en place d'un centre de radiothérapie oncologie. Il y a aussi le projet de fistule obstétricale, le projet de train urbain, l'approvisionnement en eau potable, la numérisation de l'administration publique ou encore la construction du centre de taekwondo, ainsi que dans les domaines de la culture et des nouvelles technologies. Quant aux chefs d'entreprise coréennes, je les ai encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire au regard de toutes les réformes que nous avons réalisées au cours des 3 dernières années. Nous accueillerons d'ailleurs en début d'année prochaine, en 2015, une forte délégation de chefs d'entreprise coréennes. J'ai aussi été reçu à l'université féminine Soukmyong. Je remercie encore Madame la Présidente et les membres de la Faculté des sciences économiques de cette université pour cette distinction qui est une marque de considération pour notre pays et pour tous nos concitoyens. J'ai aussi eu des entretiens avec l'ancien représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Yongjin Choi, avec le groupe des administrateurs africains et avec la communauté ivoirienne de Séoul, qui compte environ 100 personnes. Enfin, j'ai visité l'usine Samsung et le palais Kung Bok Gung. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu un programme particulièrement chargé, que ce soit en Corée comme au Maroc, et nous sommes très satisfaits de ces missions qui renforceront davantage notre coopération avec 2 pays émergents et qui sont des modèles parmi les pays du monde. La Côte d'Ivoire est en pleine croissance. En 3 ans, nous avons fait une croissance de près de 25 à 30%. Donc, ceci veut dire que dans les 5 prochaines années, nous serons en mesure de doubler donc le revenu par tête d'habitant de nos concitoyens et amener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Et ceci veut dire que la Côte d'Ivoire sera sur le continent africain un pays qui compte davantage. Nous avons également parlé de toutes les réformes qui sont faites, aussi bien dans le domaine économique, social, mais également dans le domaine politique, pour dire que notre expérience de la Corée a été de noter que le consensus a été un élément important de l'extraordinaire développement de la Corée. Donc je profite de cette occasion pour lancer à nouveau un appel à tous nos concitoyens pour que nous soyons rassemblés pour aller de l'avant ensemble. Et avant de regagner Abidjan, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son Altesse royale, Mohamed VI, roi du Maroc. Les 2 personnalités ont évoqué la question des pays en crise et les solutions envisageables pour la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Les détails avec Viviane Haïm. Dans la matinée de ce mardi 14 octobre, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu à Rabat, la capitale politique et administrative marocaine, où réside principalement le souverain chérifien, bien qu'il ait des résidences royales dans toutes les villes du Maroc, pour lui exprimer son amitié, son estime et sa gratitude pour le grand intérêt qu'il manifeste pour la Côte d'Ivoire, où il a déjà effectué 2 visites officielles depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. Cette gratitude envers le roi Mohamed VI, le chef de l'État ivoirien n'a eu de cesse de l'exprimer depuis son arrivée au Maroc. C'est à bord d'un des avions royaux
que le président de la République, Alassane Ouattara, a atterri ce mardi en fin de matinée à l'aéroport de Rabat-Salé. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Salah Eddine Mezouar. Conduit au palais royal Al-Mour Chouar de Rabat, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires rendus par un détachement de la garde royale. Son Altesse royale le roi Mohamed VI, sorti pour accueillir le chef de l'État ivoirien, les deux hommes ont échangé une accolade chaleureuse, signe de l'estime réciproque qu'ils se vouent. C'est dans le cabinet royal que le souverain chérifien s'est retiré avec son hôte, le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation, pour un long entretien. Le président de la République n'a pas manqué d'exprimer sa totale satisfaction. Nous avons l'ambition de renforcer cette coopération sud-sud. Et Sa Majesté est tout à fait favorable à cette orientation. Nous avons également parlé diplomatie, les relations fortes de confiance entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également l'Afrique de l'Ouest et le continent africain en général. Et ceci nous a permis de parler des pays qui sont en crise et où des solutions sont envisageables. Nous avons parlé des questions internationales qui nous tiennent à cœur et qui ont un impact certain sur nos pays et sur le continent africain. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier à nouveau Sa Majesté pour l'hospitalité, pour l'accueil. C'est un accueil vraiment fraternel, chaleureux. Mon épouse et moi-même avons eu de très grand honneur également d'avoir la visite de la princesse Lala Selma. Et donc, nous, au Maroc, nous sommes vraiment chez nous et merci à Sa Majesté. Après son entretien avec son hôte, son Altesse le roi Mohamed VI, le président de la République a quitté Rabat pour regagner Marrakech. Et pour fermer ce chapitre du séjour marocain du couple présidentiel, hier à Marrakech, en présence de Dominique Ouattara et Bernadette Chirac, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, en tant que président de la Fondation Lala Salma et traitement des cancers, a inauguré la nouvelle maison de vie, un établissement qui a pour vocation d'héberger les patients de conditions modestes durant leur traitement au centre d'oncologie relevant du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Viviane Haïm. À l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de la fondation humanitaire Children of Africa, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, avait effectué il y a peu 2 visites en Côte d'Ivoire dans le cadre des activités de la fondation Children of Africa. Cette fois-ci, c'est la première dame de Côte d'Ivoire qui est à son tour l'invitée de son Altesse royale, la princesse Lala Salma, pour l'inauguration à Marrakech de 2 importantes réalisations de la fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers. La première de ces réalisations est la maison de vie construite par la fondation Lala Salma, à proximité du CHU Mohamed VI à Marrakech, qui a en son sein un centre d'oncologie pour le traitement des malades du cancer. Cette maison de vie est un centre d'hébergement pour les patients qui ne résident pas dans la ville et qui n'ont pas de moyens suffisants pour assurer leur séjour sur place. Ce projet d'un montant global de 10 milliards de francs a été réalisé par la fondation Lala Salma avec le soutien du roi Mohamed VI et de la fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, dont l'ancienne première dame de France Bernadette Chirac est la présidente. Ce centre d'hébergement comprend 22 chambres à 2 lits, une salle de séjour, un réfectoire avec cuisine combinée, une salle de jeu pour enfants, un jardin, une salle de réunion et des bureaux pour l'administration. Sa capacité d'hébergement est de 1450 admissions par an. Une visite des lieux suivie de la signature du livre d'or par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara et par Bernadette Chirac ont marqué l'inauguration de cet ouvrage à but humanitaire. La princesse Lala Salma et ses hôtes, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara et Bernadette Chirac, se sont ensuite rendus au CHU Mohamed VI pour inaugurer le nouvel appareil de soins que la fondation Lala Salma vient d'offrir au service de radiothérapie. Il s'agit d'un 2e accélérateur linéaire.
qui vient renforcer le plateau technique existant. Il va permettre de réduire considérablement le temps d'attente avant de pouvoir bénéficier de séances de radiothérapie. Ce don est d'un montant d'un peu plus de 9 milliards de francs. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui s'investit depuis plusieurs années dans l'action humanitaire à travers sa fondation Children of Africa, a livré ses sentiments à l'issue de ces 2 visites. J'ai été particulièrement impressionnée par la maison de vie de la fondation de la princesse Lala Salma, son Altesse royale, et cela m'a donné des idées peut-être pour faire la même chose à Abidjan. C'est pour ça que j'avais tenu à la visiter. On a également visité un service d'oncologie au CHU et c'était vraiment très impressionnant. À la tête chacune de sa fondation, les 2 premières dames se sont promis de poursuivre leur collaboration pour le plus grand bénéfice de l'action humanitaire sur le continent africain. On revient en Côte d'Ivoire. Au cours de sa visite dans le Lodjibois, c'est dans l'ouest du pays où il a rencontré l'ensemble des forces vives de la région. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est allé à la rencontre de la chefferie. Aux têtes couronnées, le message d'Ahmed Bakayoko semblait clair. Être des acteurs stratégiques pour la paix et le développement dans cette région, souvent marquée par des dissensions. Franck Quadio. Lakota, population et chefs coutumiers mobilisés pour accueillir le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Occasion particulière, la chefferie a désormais un espace pour les différentes rencontres. Un don de l'ONUCI et après la coupure de rubans symboliques, Ahmed Bakayoko et les têtes couronnées échangent. Motion de remerciement pour la revalorisation de leur statut, détermination à soutenir le président Alassane Ouattara le long de son mandat et quelques préoccupations, entre autres les questions des routes et autres voies d'accès aux localités alentours. On désintégrerait Lakota. Nous ne cesserons jamais de dire que l'axe Lakota-Sassandra, l'axe Lakota-Fresco et l'axe Lakota-Zigiso doivent être bitumés. Lakota ne sera pas oublié, dira le ministre Ahmed Bakayoko, mais il faut que tous se regardent dans la même direction. Les chefs de village sont donc invités à servir de relais. Nous allons accompagner votre souhait de lancer un appel à tous les fils, à toutes les filles, pour participer au développement de notre pays. Un message bien perçu et pour matérialiser l'instant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko est fait chef suprême du Conseil des chefs d'IDA, nom de baptême. Voici Théodore II. Ahmed Bakayoko a aussi échangé aujourd'hui avec une délégation de Diageo, une entreprise britannique de fabrication de boissons et de spiritueux. Dans la ligne de mire, le climat des affaires dans le pays et les projets de Diageo pour la Côte d'Ivoire. Maïsako. Audience ce mercredi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre, a échangé avec une délégation du groupe Diageo, une entreprise spécialisée dans les boissons alcoolisées. Le directeur Afrique du groupe Andy Fennel, conduisant la délégation, a dit être satisfait du climat des affaires en Côte d'Ivoire avant de se prononcer sur les projets du groupe pour le pays. Le président Afrique a marqué sa satisfaction quant à l'accueil qui lui a été réservé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, au nom du Premier ministre du gouvernement. Il a apprécié les efforts qui sont faits en Côte d'Ivoire en termes d'environnement des affaires. Il a indiqué que nous avons 2 business dans lesquels nous opérons de manière traditionnelle, celui de la bière, en partenariat avec Solibra, et celui des spiritueux. Et que Diageo est en train de considérer les mutations et les transformations de la Côte d'Ivoire comme une fenêtre d'opportunité pour étendre sa présence sur ce marché. Créé en 1997, le groupe Diageo se présente comme la plus importante entreprise mondiale sur le marché des alcools et spiritueux. Madame Bobby Assa Emilienne, présidente de la Commission des Relations extérieures, informe, mesdames et messieurs, les députés membres de la dite commission que la réunion du jeudi 16 octobre 2014, initialement prévue à 10 h, est reportée à 15 h précises au palais de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, des journées promotionnelles pour booster le développement des PME-PMI. Elles sont prévues du 16 au 18 octobre prochain ici à Abidjan, représentant environ 80% du tissu industriel ivoirien.
Les moyennes structures ne produisent que 18% du produit intérieur brut. Les précisions d'Adama Koné. Les petites et moyennes entreprises, au nombre d'environ 4 800, représentent 80% de l'effectif des entreprises de Côte d'Ivoire. Mais leur contribution à la richesse nationale n'est que de 18%, chiffre illustratif des difficultés que rencontrent ces structures. C'est clair, il y a un malaise. C'est clair qu'il y a un problème. Une analyse claire a été faite. Il faut savoir que il y a des problèmes d'accès au financement des PME, des problèmes d'accès au marché des PME. Il y a des problèmes liés au management même de ces entreprises appelées PME. Il y a des problèmes qui sont liés même à la formation, des problèmes qui sont liés à l'information. Vous savez, il y a parfois des outils qui existent. Ces outils existent, mais malheureusement, ils ne sont pas connus des chefs d'entreprise. Pour relever les défis, la Fédération ivoirienne des PME-PMI tient à compter de ce jeudi 16 octobre les journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. Nous sommes là pour être intermédiaires entre l'État et nos PME membres. Et c'est pour ça que il faut que nous, chrétiens, nous arrivons à jouer pleinement notre rôle. Nous devons poser des problèmes. Les problèmes sont identifiés, aujourd'hui on les connaît. D'accord? Oui. Mais en face, nous disons quelles sont les solutions. Et c'est pour ça que notre thème de ces journées se rapporte à la problématique du développement et de la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Au terme de 3 jours de réflexion, les participants proposeront des solutions opérationnelles pour une meilleure compétitivité des PME. C'est l'heure d'Eco Plus, la page économique de la rédaction. Ce soir, on s'intéresse à un phénomène social à dimension économique. La tontine, c'est en fait une association collective d'épargne. En Afrique de l'Ouest, notamment ici en Côte d'Ivoire, ce procédé est surtout prisé par les femmes. Les tontines ne sont pas encore reconnues légalement, mais selon les tontinières, cette épargne leur permet de joindre à les deux bouts. Quel impact de la tontine sur les tontinières? Élément de réponse dans ce sujet de Juliette Wea. Pour la tontine de pain, je prends 16 personnes. Les 16 personnes payent 200 par jour. Les 200 par jour, chaque 5 jours, une personne prend 2 pains. 2 complets de pain. Comme Rokia Zakei, de nombreux Ivoiriens ont recours à la tontine. Ce système consistant à verser régulièrement une somme d'argent à un fonds que chaque donateur utilise à tour de rôle se pratique au sein d'une association, en famille ou encore entre personnes d'une même entreprise. La tontine a été inventée par un banquier italien, Lorenzo Tonti, en 1653, afin de trouver des fonds pour renflouer les caisses de la France sous le roi Louis XIV. Il existe 3 types de tontines. La tontine mutuelle ou tournante est la plus répandue. Dans cette variante, la levée ou perception bénéficie à chacun des sociétaires de la tontine selon un ordre préétabli, mais révisable d'un commun accord entre les membres. La tontine commerciale est administrée par un gérant qui recueille les cotisations et consent les prêts moyennant une commission. La tontine financière dans laquelle l'ordre des levées est mis aux enchères. Cette variante s'apparente au prêt à intérêt. En Côte d'Ivoire, la tontine mutuelle ou tournante est beaucoup pratiquée par les femmes, regroupées au sein d'une association. Argent, bijoux, pagnes et souvent bouteilles de gaz constituent les mises. Ces dernières peuvent être journalières ou mensuelles. Il y a pour 10 000 et puis il y a pour 2 000. 2 000 là, c'est chaque semaine. Chaque dimanche, je rassemble et puis je donne à une personne. Maintenant, pour 10 000 là, c'est 1 000 francs par jour, 10 jours. Puis je rassemble l'argent pour donner à une personne. Bon, actuellement, c'est qu'on fait, on est 27. 27 là, ça fait 270 000. Et puis on donne à une personne. Maintenant, pour 2 000 là, on est 23. Ça fait 46 000. Chaque dimanche, on donne à une personne. Je suis dans 3 tontines. Bon, la première que je suis, on me reconnaît beaucoup dans ça, c'est la tontine sénégalaise. Ça, je fais ça depuis des années. Depuis que je suis mariée. Ça monte à 23 ans aujourd'hui. On cotise par semaine. Souvent, c'est chaque jeudi. Il y a d'autres, c'est chaque samedi. On cotise 5 000, 5 000. Maintenant, pour chaque samedi, c'est 10 000, 10 000. Chaque samedi, 10 000. 10 000 là, nous sommes 60. Maintenant, 15 000 là, nous sommes 45. Tout dernièrement, j'ai pris la tontine. Je suis allé louer ma maison à Gonzague. Ça me fait beaucoup de choses. Autrefois réticent parce que le système de la tontine était mal perçu dans la société,
Les époux ou compagnons des tontinières sont aujourd'hui favorables à cette pratique. La tontine permettant au ménage de joindre les deux bouts. C'est vrai, au début, mon mari il était contre. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre et au fur et à mesure, il a compris. Au fait, aujourd'hui, lui-même, il m'encourage. Il m'encourage dans la tontine. Quand il y a d'autres personnes même qui veulent faire des tontines, il les guide vers moi. Il me les présente et puis j'inscris les noms. Mettre de l'argent en commun, une solution ultime pour ces femmes. Toutefois, participer à une tontine n'est pas de tout repos. Il faut noter souvent des retards dans le versement des cotisations. Parfois, la personne qui empoche la mise refuse à son tour de cotiser pour les autres adhérents. Résultat, des querelles à n'en point finir. On fait pour s'aider, mais deux fois là, ça te donne problème encore. Il y a d'autres, mais jusqu'à actuellement beaucoup, mais elles ont pris là, elles refusent de payer les tontines. Ça devient palable même. Donc elles se disent qu'elles vont te payer, et puis elles te payent en monnaie de singe. Tu n'arrives même pas à te retrouver encore. Donc. Certes, la tontine constitue pour de nombreuses personnes à revenus modestes un multiplicateur de consommation. Cependant, on n'est jamais trop prudent. Les experts économiques préconisent plutôt de sécuriser l'argent dans les banques. C'est un montant énorme, malheureusement, qui circule hors du circuit bancaire, hors du système financier. L'estimation que nous avons de ces montants-là, c'est à peu près environ 150 à 180 milliards de francs CFA qui circulent dans ce processus-là en Afrique de l'Ouest. Nous, notre rôle en tant qu'institution de microfinance, c'est de les encourager à intégrer ces flux-là à l'intérieur du système financier, de sorte que non seulement l'objectif recherché, qui est d'avoir accès à des sommes importantes à un moment précis de la réalisation de leur activité, mais également qu'elles puissent profiter des taux d'intérêt. Parce que lorsque ce système est organisé entre elles, malheureusement, il n'y a pas un système d'intéressement, c'est-à-dire d'application des taux d'intérêt sur les montants qui sont placés. L'adage le dit, un homme averti en vaut deux. Mais si vous tenez fermement à participer à une tontine, il conviendrait, avant d'y adhérer, d'analyser soigneusement les avantages et les inconvénients. Voilà, c'était EcoPlus signé ce soir Juliette Ouéa. Demain, 16 octobre, sera célébrée la Journée mondiale de l'alimentation. Le message du gouvernement ivoirien révèle l'ambition de l'État de moderniser l'agriculture familiale, message livré par le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoa Coulibaly. Mes chers compatriotes, afin de soutenir cette forme d'agriculture qui fait de la Côte d'Ivoire une puissance agricole en Afrique, le gouvernement a pris l'option de la moderniser dans le cadre du programme national d'investissement agricole en la faisant passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché. En effet, la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole permettra aux producteurs d'avoir un meilleur accès aux infrastructures et équipements agricoles, à la terre, aux intrants de production, aux innovations technologiques, au financement, à la formation et à un environnement commercial favorable. En plus, la loi d'orientation en cours d'élaboration va consacrer l'agriculture familiale aux côtés de l'agriculture de type industriel en faisant d'elle une agriculture moderne et structurée. On termine sur ces images de sport football avec malheureusement la chute des éléphants. La Côte d'Ivoire s'est inclinée il y a quelques instants face à la République démocratique du Congo sur le score de 4-3 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.